public. Euh, Parfait. Et donc aujourd'hui, la présentation qu'on voulait vous ramener, c'est sur le sujet des menstruations, mais particulièrement l'équité, la dignité et la santé, pour faire écho un peu au point d'exclamation qui est à la fin. Et ce qu'on va vous présenter aujourd'hui sera en lien, premièrement par rapport au RQSF, donc parler un peu de nos campagnes d'organisation, vous mettre en contexte par rapport ce qu'on veut dire par les menstruations et la précarité menstruelle particulièrement, parler un peu des produits menstruels, des enjeux écologiques, des enjeux de santé, et ensuite parler des solutions qui sont possibles et des pistes de recherche futures. Donc, je te lance ta balle, Elise, vas-y. C'est parti. Donc, rapidement, pour qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet, une présentation rapide donc, du RQASF, qui est un organisme communautaire dont la mission principale est de défendre les droits et les intérêts des femmes en matière de santé. Donc, c'est vraiment de leur apporter un empouvoirment et qu'elles puissent se considérer comme expertes en premier lieu de leur propre santé. Donc, tout ce travail est évidemment mené selon l'approche globale et féministe de la santé. Donc voilà, le RQASF qui a déjà 25 ans, qui rejoint 130 membres différents partout au Québec. Et grâce à ces 130 membres, on arrive à rejoindre près de 300 000 personnes sur l'ensemble du Québec. Donc, de 2019 à 2021 a été menée donc la campagne rouge. J'en profite pour faire un coucou à Victoria et Eugénie. Je sais qu'elles nous, qu'elles nous regardent, qui ont fait un travail formidable sur cette campagne. Donc, qui a eu pour mission de donner une visibilité au sujet des menstruations, de les faire entrer enfin dans le débat public. Et donc, c'est une campagne qui était assez large. Donc, on a abordé les stéréotypes sexuels et sexistes, les mythes et les tabous, la médicalisation des règles et évidemment la précarité menstruelle. Arrivé là, on s'est dit que voilà, c'était un sujet tellement important qu'on ne pouvait pas s'en arrêter là. Donc du coup, on a la chance de pouvoir continuer cette action autour des menstruations jusqu'en mars 2024 avec cette campagne, donc le fil rouge, qui s'intéresse très précisément à la précarité menstruelle. Donc quelques objectifs rapidement, donc évidemment sensibiliser et mobiliser le grand public à cet enjeu d'égalité, de dignité et de santé, nous adresser évidemment aux jeunes, parce que c'est eux qui feront la réalité sociale de demain et on aimerait qu'ils se débarrassent de ce tabou, voilà, qu'ils aient cette chance, eux. Et je précise d'ailleurs que c'est aussi pour atteindre ces jeunes et ce grand public qu'on a fait appel à Kat Brunet, la marraine de notre campagne. On est tellement heureuse qu'elle ait accepté et que voilà, qu'elle nous accompagne dans cette mobilisation. Évidemment, apporter notre soutien aux personnes confrontées à cet enjeu par le biais d'actions concrètes, unir nos forces avec toutes les actrices, les acteurs de la précarité menstruelle au Canada, partout dans le monde, parce qu'il y en a qui travaillent depuis bien plus longtemps que nous sur ce sujet et qui sont une grande, grande source d'inspiration. Et le but, c'est évidemment de trouver des solutions durables à cet enjeu, d'amener à des changements systémiques. Donc, ça amènera aussi évidemment à sensibiliser les décideurs, les décideuses. Voilà, et comme vous le voyez en bas de cette slide, le but c'est ça, c'est d'arrêter de parler de précarité menstruelle et enfin d'aller vers l'équité. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. À toi, Élise. Donc j'enchaîne. Donc justement par des menstruations, donc on voulait commencer d'abord par les définir. Donc c'est sûr que les menstruations sont définies dans le contexte du fait que c'est un phénomène physiologique et naturel, mais également plein d'autres dimensions à prendre en compte, qu'on va d'abord développer dans les prochaines diapos. Ce soit les dimensions pas juste corporelles, mais également émotionnelles, psychologiques, spirituelles et socio-économiques. C'est pour ça que ça renvoie un peu à l'image de la main avec la fleur que vous voyez à droite. Comme les menstruations sont un des signes vitaux, le fait que justement il y a un cycle menstruel ovulatoire, c'est un indicateur de santé. Cet aspect-là de se dire que comme la fleur, quand c'est entretenu et que tout se passe bien, ça va fleurir, ça va grandir. Et contrairement, quand il y a des obstacles, que ce soit des obstacles psychologiques, spirituels et d'autres dimensions, ça peut justement aller à l'entrave des menstruations. Donc, elles affectent à peu près la moitié de la population sur cette planète, c'est sûr. Et quand on regarde les chiffres où il y a 1800 jours au cours d'une vie d'une femme qui va avoir ses règles,
Donc, il y a tout cet aspect-là de se dire que pendant ces 1800 jours, elle va avoir recours à des protections hygiéniques en guillemets ou des produits menstruels. Et justement qu'on va développer sur prochainement. Donc, tout d'abord, avant de commencer, nous avons quand même choisi de souligner l'importance du choix de mots. Tout cet aspect de protection hygiénique féminine est assez controversé. Si on regarde par exemple le premier terme qui est protection, il y a tout cet aspect de danger, la notion de danger, de se protéger des menstruations. Hygiénique qui peut avoir l'impression ou sous-entendre que les règles sont sales, qui en soi-même est assez problématique, et cet aspect de féminine ou de féminin qui n'est pas inclusif de toutes les personnes qui peuvent avoir leur menstruation. Et même si vous allez au Jean Coutu aujourd'hui, vous allez voir le rayon protection hygiénique. Pour nous, c'est très important d'utiliser le terme produit menstruel pour ne pas tenir compte de tous ces aspects-là qui peuvent être assez problématiques. Et justement, il est aussi important, on avait tenu avec Élise à souligner le fait que c'est vrai, toutes les femmes n'ont pas leurs règles, et toutes les personnes qui ont leurs règles, au contraire, ne sont pas des femmes. Parmi les personnes menstruées, nous inclut les femmes et filles cisgenres, les hommes trans, les personnes non-binaires et les personnes intersexes. Donc, le terme de personne menstruée peut être un terme qui est plus englobant de toutes ces populations-là, même si nous tenons quand même à souligner que à travers ces diapos, nous risquons d'utiliser les termes femmes et filles, parce que c'est sûr que le vécu des menstruations reste une expérience qui est socialement genrée. Dans plusieurs cultures, juste le fait d'avoir ces règles peut engendrer une perception négative et peut minimiser les capacités et les droits des femmes. Donc, dépendamment du contexte, nous allons jongler un peu avec ces termes. Ok, donc qu'est-ce qu'on veut dire par précarité menstruelle? Donc, la définition en tant que telle, c'est la difficulté pour toute personne menstruelle d'accéder aux produits essentiels pour subvenir à leurs besoins, que ce soit de façon régulière, que ça arrive, ou de façon occasionnelle. Mais le terme précarité menstruelle peut ne pas juste inclure les produits menstruels, ça peut être également le fait que tu peux te payer des sous-vêtements, des draps quand tu les tâches, des médicaments antidouleurs s'il le faut, des consultations en médecine pour voir si tout va bien en termes de cycle menstruel, que ce soit la médecine conventionnelle ou alternative. Donc, c'est un terme qui englobe tous ces aspects-là. Mais aussi, c'est très important de souligner que la précarité menstruelle, ça peut également se manifester par le fait que les personnes n'ont pas d'endroit pour se changer, que ce soit la coupe menstruelle, les tampons, ils n'ont pas accès à de l'information sur leur cycle ou d'espace où ils peuvent en parler, où ils ou elles peuvent en parler librement, sans tabou. Et donc, quelques statistiques, parce que bien sûr, il faut quand même utiliser nos compétences en mathématiques qu'on a gardées du secondaire. Donc, on a au Québec, c'est à peu près 2 millions de Québécoises qui vont avoir leur menstruation environ chaque mois pendant 40 ans, ce qui est quand même assez grand comme chiffre, compte tenu du fait qu'on n'en parle jamais. Et particulièrement par rapport à la précarité menstruelle au Québec, ce serait une personne sur 3 qui a l'impression qu'ils doivent compromettre d'autres dépenses pour se payer des produits menstruels. Et à peu près une personne sur 3 également de ces personnes-là va le faire de façon occasionnelle, et 8% vont le faire de façon régulière. Et donc, qu'est-ce qu'on entendait par autres dépenses? Ça peut inclure le loyer, les soins personnels, la santé, mais également pour plusieurs personnes, quelque chose qui revient souvent, c'est le fait qu'elles ont l'impression qu'elles doivent choisir entre se nourrir ou se procurer des produits menstruels. C'est un choix que personne ne devrait faire justement, parce que ça reste, comme on a dit tout à l'heure, un phénomène naturel d'avoir les menstruations. D'autres statistiques alarmantes, le fait que les personnes qui vivent avec un bas revenu, un revenu faible, ont un accès encore plus restreint aux produits menstruels. Donc, au Québec, c'est 16% des femmes de moins de 25 ans qui vont vivre avec un faible revenu. Et le fait aussi de se dire que la précarité menstruelle, en fait, c'est beaucoup plus large. Ça va être toutes les personnes menstruées qui sont susceptibles de la vivre. Donc, parfois, les statistiques n'ont pas réellement montré le vrai portrait, parce qu'au final, quand on y pense, les menstruations sont très imprévisibles. Du jour au lendemain, tu pourrais les avoir et aller dans les toilettes publiques et ne pas avoir un accès aux produits gratuits ou un accès aux produits de base. Donc,
avec la campagne rouge, comme Élise l'a mentionné, il y avait certains aspects de la précarité menstruelle qui a été relevé. Donc, on voulait quand même vous partager certains témoignages qui venaient de personnes qui ont été très courageuses, qui ont pu partager ce qu'elles ont vécu. Et notamment, par exemple, celui de Marie-Josée, qui est une travailleure dans un organisme communautaire qui a mentionné plusieurs cas qu'elle voyait avec les filles qui fréquentaient l'organisation. Et plein d'autres qui en parlaient justement. Donc, c'est un sujet qui est très prévalent et dont il est important de faire place ou de mettre en lumière, si on peut dire ça comme ça. OK. Donc, pour enchaîner, qu'est-ce qui va causer la précarité menstruelle? C'est sûr que le premier étant le plus gros, c'est que ça va être causé par le fait que les personnes elles peuvent vivre en situation de pauvreté. Et le fait que les produits menstruels ne sont pas disponibles à des coûts abordables peut faire en sorte que certaines personnes peuvent se trouver en situation soit occasionnelle ou régulière où elles vont manquer de produits menstruels ou autres moyens pour subvenir, ou autres produits, si je peux dire ça comme ça. La précarité menstruelle peut être aussi causée par un accès inadéquat de l'information, qui est soit causé par le fait que personne n'a le droit d'en parler, donc tous les tabous autour, mais aussi cet accès inadéquat va encore plus renforcer ces tabous. Donc dans les deux sens. Et finalement, justement, un accès inadéquat à des installations sanitaires qui peuvent mettre en précarité certaines personnes. Et donc, pour poursuivre, c'est sûr que certains groupes vont être d'autant plus touchés que d'autres. Et donc, nous avons tenu à en souligner quelques groupes qui ont été, selon les études nommées, nous incluons les étudiants, les étudiantes, les personnes responsables de familles monoparentales, les personnes immigrées, les personnes en situation d'itinérance, les personnes autochtones, les personnes vivant avec des incapacités, les personnes peu scolarisées et enfin les personnes incarcérées. Mais c'est sûr que pour certains groupes, les enjeux qui leur touchent particulièrement par rapport à la précarité menstruelle sont différents. Certaines spécificités vont être différentes pour les personnes en situation d'itinérance, par exemple en lien avec l'accès aux installations sanitaires, et également la même chose avec les personnes vivant avec des dépendances, en plus de l'accès aux soins de santé ou aux centres de santé. Également, les personnes nouvellement immigrées, les personnes musulmanes qui vont également être touchées par différents déterminants sociaux, différentes causes. Et donc, il est important pour nous de mettre en lumière les différentes façons dont certains groupes vont être affectés, parce que on n'est pas tous dans le même panier, si on peut dire ça comme ça. Alors, on va prendre une pause. Je vais profiter pour respirer un peu, donc je vais vous lancer un quiz. Et donc, le quiz est, la question qu'on veut vous poser, c'est quel est, à votre avis, le coût des produits menstruels à une échelle d'une vie, pour la vie. Si vous devez faire un estimé, c'est pas noté, ne vous inquiétez pas. Suspense. Et 6 personnes ont répondu, 7. Donc là, oui, on parle du coût des produits menstruels à l'échelle d'une vie. Mm-hmm. Pour toute une vie, ouais, toute une vie. Parce que c'est vrai que c'est pas précisé dans la question. Mais... Peut-être qu'on peut y aller. Ok, 7 personnes. Et donc, on est prêt? Donc oui, la majorité avait raison, c'est à peu près 3 040 $. Donc comment ça s'est calculé? Donc si on prend en compte que les menstruations commencent autour de l'âge de 9 à 15 ans, ça finit autour de 50 ans, et donc ça dure à peu près 35 à 41 ans,
beaucoup de mathématiques là. Et si on tient en compte le fait qu'en général, les serviettes et les tampons, ils sont estimés à coûter autour de $80 par an. Ça peut être 3040 $ qui sont utilisés à l'échelle d'une vie. Maintenant, la première fois que j'ai vu ce chiffre, je me suis dit, bon, c'est peut-être pas autant, mais quand j'y ai pensé, c'est beaucoup. Donc, c'est à peu près une année de cours universitaires si on est québécois ou canadien, une année d'épicerie au Canada à peu près. Ils estiment que c'est autour de 3232 en 2021. Si vous ne faites pas usage à Uber Eats ou type de déchets un peu, c'est autour de 3000. 2 à 3 mois de loyer. J'étais vraiment choquée. 2 voyages tout inclus à Punta Cana. Donc, c'est quand même énorme, hein. $3000 au final. Et justement, c'est là où tout l'aspect de la question d'inéquité de genre rentre en compte parce que bon, j'aimerais bien profiter de ces 2 voyages à Punta Cana, je sais pas pour vous, mais c'est un chiffre qui ne comprend pas, bien sûr, tout ce qui est supplémentaire, donc le coût du confort, des médicaments, des soins personnels, le fait d'aller voir le docteur et euh, le fait même de faire des choix plus écologiques. Et donc, c'est sûr que si on se tourne plus vers des serviettes organiques, bio, il y a d'autres coûts qui sont engendrés. Donc, ces chiffres vont vraiment augmenter et vont être un peu plus élevés. Et également le fait que finalement, les Canadiens dans les régions plus éloignées vont également faire des plus grandes dépenses, dépenser beaucoup plus. C'est moi. Et donc, quelle est la conséquence sur la santé du fait que de la précarité menstruelle, je devrais dire. Et donc, une des conséquences les plus importantes, c'est le fait que les personnes doivent faire recours à des méthodes pour, au final, contrer cette précarité menstruelle. Et parmi les méthodes des méthodes de survie, je devrais dire, incluaient le fait que des personnes pourraient peut-être garder les produits menstruels au final plus longtemps, utiliser des substituts de produits externes qui incluent des papiers de toilette, le linge, les journaux ou des substituts de produits internes, par exemple des bouteilles ou des éponges qui parfois sont vues chez les personnes menstruées incarcérées. Et tout ça, au fait, contribue aux conséquences sur la santé et peut être au final un problème à long terme comme à court terme. Et également, il y a des conséquences du plan psychologique, social et économique du fait de vivre la précarité menstruelle, le fait que plusieurs personnes reportent une perte de dignité et de confiance en soi et de son corps, du fait de se dire que, en fait, qui est plus lié au fait que les menstruations, comme c'est un processus, comme c'est un phénomène naturel, le fait que en tant qu'humain, tu n'es pas capable d'en subvenir peut t'affecter au plan psychologique parce que ça te remet beaucoup en question. Il y a également une conséquence au plan de la honte dont on parlait, de jugement des autres et de tous les tabous qui y sont associés. Une conséquence au niveau social. Et donc, ils ont trouvé qu'avec la précarité menstruelle, les personnes qui le vivent vont être moins aptes à fréquenter l'école et cela peut affecter leur niveau d'éducation. Donc, au Québec, par exemple, une fille sur 7 s'absentait de l'école parce qu'elle avait ses menstruations et ne pouvait pas en subvenir à ses besoins. La précarité menstruelle également affecterait la productivité au travail qui, à son tour, a des conséquences économiques. Et en général, la précarité menstruelle affecte et contribue aux inégalités de genre. Et donc, je te laisse procéder, Élise. C'est à moi. Alors là, on va vous parler du coup des produits menstruels plus précisément. Donc, comme l'a dit Élise, ce sont des produits de première nécessité, on le répète, ce n'est pas un luxe. Et on constate que bien qu'il s'agisse d'une industrie qui pèse très lourd, à peu près 15 milliards de dollars, on se rend compte que les produits ont vraiment peu connu d'innovation depuis plus de 80 ans. Alors, on va y aller très brièvement avec une histoire des produits menstruels. Donc, premières serviettes jetables qui sont apparues vers 1920. Avec voilà, de la publicité qui est arrivée à peu près dans ces années-là, j'y reviendrai après. Ce que j'aime toujours souligner là, c'est 1930 et cette date de l'invention de
de la coupe menstruelle, parce que moi j'avais tendance à me dire qu'elle était arrivée assez récemment, et en fait pas du tout. Voilà, j'imagine que vous l'aurez compris, hein, si elle n'a pas connu un grand succès, c'était parce que évidemment, elle nous demandait d'être en contact avec le vagin, et que c'est quelque chose voilà, qui ne plaisait pas forcément, et qui fait que le jetable, de par la distance qu'il crée, a eu plus de succès. Intéressant aussi de noter qu'au moment de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu vraiment un recours au tampon assez massif, tout simplement parce que ça des femmes qui participaient à l'effort de guerre en travaillant dans les usines, etc. Donc du coup, voilà, c'est à partir de là qu'on les a retrouvés beaucoup plus facilement sur les tablettes. Ensuite, oui, bah, c'est la publicité. Ouais, avant ça, ouais, c'est celle-là. La première publicité francophone qui était apparue dans la revue montréalaise, la Revue Moderne, et qui voilà, décrit vraiment la serviette jetable comme un produit de luxe. Donc à cette époque-là, on est en 1924. Et je vous laisse noter cette petite phrase: science et franchise relativement aux plus anciens problèmes féminins. Voilà, c'est repris aussi dans l'article et ça nous fait sourire parce que finalement, on se rend compte que ça n'a pas tant changé, cette manière de nommer les menstruations, voilà, en tant que problème. Donc ensuite, pour aller un peu plus récemment, donc la première publicité au cinéma, qui était donc toujours commanditée par Kotex, produite par Disney. Là, beaucoup plus proche de nous, 2014, et ça c'est important, un premier rapport de Women's Voice for the Earth, une organisation qui, la première, a vraiment mis le doigt sur les problèmes environnementaux liés aux produits jetables, et puis aussi à la toxicité potentielle. Donc, c'est vraiment les premiers qui se sont intéressés à cette question. 2015, date importante, donc à double titre. D'abord au Canada, parce que c'est le moment où les produits menstruels ont été considérés enfin comme des produits essentiels, donc détaxés, ce qui ne les a pas rendus totalement abordables non plus, mais disons que c'était un premier pas. Et un moment important en France aussi, 2015, moi je m'en souviens personnellement très bien, c'est le moment où il y a eu cette pétition pour rendre visibles les compositions des tampons de la marque Tampax, parce qu'il y a eu un documentaire qui a été très marquant, qui a été diffusé à la télévision, qui s'appelait Tampon, la nuit intime, et qui avait fait prendre conscience de manière assez massive sur le fait qu'on ne se rendait pas compte de ce qu'il y avait dans ces produits menstruels jetables. Et évidemment, 2018, alléluia, première publicité où le sang menstruel n'est pas représenté par un liquide bleu, comme si on était toutes des schtroumpfs. Voilà, donc c'est très récent, mais c'est important de le noter parce que je pense qu'on a quand même été largement marqué par cette publicité avec le liquide bleu, le fait d'édulcorer, de surtout pas montrer le sang pour ce qu'il est. Et ça joue énormément sur notre perception des menstruations, notre inconscient qui travaille, qui traite tout ça. Et c'est lié du coup avec la suite. C'est ça, la honte menstruelle, c'est-à-dire dans les produits qu'on nous propose, lesquels sont vraiment utiles, qu'est-ce qui relève du tabou, parce qu'en fait, c'est une industrie qui est absolument énorme et quelque part, on nous crée des besoins. Et on ne se pose pas, ou en tout cas, on ne s'est pas posé pendant très longtemps la question de l'impact pour l'environnement, de l'impact pour sa santé. Et voilà, on s'est créé tout un tas de besoins. Ajouter des parfums parce que le sang sentirait mauvais, les applicateurs pour rester à distance de son propre corps, des produits selon son âge, le fait, voilà, le tout, c'est ça. Discrétion, rapidité, se débarrasser vite de ce flux menstruel. Et donc, ça crée tout un tas de besoins qui n'en sont pas en vérité. Et je voudrais mettre, voilà, on a choisi cette illustration. Je glisse aussi vite fait cette précision sur les illustrations, ça je vais oublier de le faire, mais on essaie de mettre à l'honneur tout un tas de femmes qui vraiment participent voilà, l'amenuisement de ce tabou en représentant les menstruations. On a essayé de faire ça tout au long de cette présentation pour les mettre à l'honneur parce que je sais que de voir ce sang représenté, ben, ça aide justement inconsciemment, mais dans l'autre sens, dans le sens positif. Et là, voilà, on a choisi cette photographie de Rupi Kaur, la poète canadienne,
parce que tout simplement, cette photo a été marquante. Elle a été publiée sur les réseaux sociaux et je sais que moi, c'est la première fois où j'ai eu voilà, cette vision du sang qu'on laisse couler et qu'on montre sur les réseaux sociaux. Et je sais qu'elle a été censurée à 2 reprises, que ça a été toute une histoire. Et donc voilà, pour préciser que sur les réseaux sociaux, évidemment, par rapport au sang menstruel, il y a vraiment une hypocrisie qui règne en maître, parce que comme vous le savez, voilà, on va y voir tout un tas de corps hypersexualisés, etc. Mais par contre, ce qui est de montrer ses menstruations, montrer son sang, ça c'est... Voilà, on voit le sang à la télé, des bras coupés, des têtes coupées, la guerre, tout ça, mais alors quand c'est le sang des menstruations, tout le monde se cache les yeux, voilà. Cachez-moi tout ça. Donc voilà, c'était pour lui rendre hommage parce que cette photo a vraiment participé à ce qu'on parle aussi de ce sujet. Voilà. Alors ensuite, voilà, pour donner des exemples très rapidement de ce que ça a fait au niveau du marketing, c'est voilà, incognito que vous voyez sur la boîte, mettre en avant voilà, les détails délicieux, je cite, ce ne sont pas mes mots, détails délicieux tels que le design coloré, un emballage silencieux, etc., sans odeur, coussinet hygiénique. Donc, on retrouve vraiment tout ce vocabulaire qui participe au fait que le tabou perdure et qu'il faut gérer ça de manière extrêmement discrète. On a d'autres exemples dans la slide suivante avec Nana et voilà, cette espèce de formulation, leur slogan enroulé, fermé, jeté, simple, hygiénique, discret. On est toujours sur la même ligne. L'autre produit, c'est ça aussi, un produit qui s'ouvre sans bruit et discrètement. Et puis enfin, avec Tampax, voilà, vous protège en toutes circonstances, toujours avec cette notion de protection, comme si on devait se protéger de quelque chose. Alors que non, on doit pouvoir gérer et non protéger, se protéger dignement. Ensuite, on va parler évidemment des enjeux écologiques et on va vous mettre à contribution encore un peu. Donc, en moyenne, d'après vous, combien de tampons une personne utilise au cours de sa vie? Alors, vraiment, en considérant que c'est le moyen de gérer son flux menstruel majoritaire, si vraiment c'est le tampon qui est utilisé pour gérer ses menstruations. Donc, si vous cliquez, je pense, ouais, je vois quelques réponses seulement, mais je pense que tout le monde a vu comment faire. Alors, une majorité pour 14 000 tampons, qui se fait rattraper par 8 000. Pas tout à fait, mais... Alors, allons-y. Je pense que tu peux y aller, Élise. Bon. Oui, donc c'était ça. Vous aviez raison en majorité. Donc, si on compte... Alors, évidemment, on est toujours dans une moyenne. 6 tampons par jour, 5 jours de menstruation, fois 12 mois sur 40 ans. Donc, on serait à environ 14 000 tampons à l'échelle d'une vie. Donc là, on les imagine tous alignés les uns à la suite des autres, 14 000, comme ça, c'est assez vertigineux. Et on enchaîne avec de suite une autre question. En Amérique du Nord, d'après vous, combien de produits menstruels à usage unique sont jetés chaque année? Et là, on est juste avec l'Amérique du Nord, donc produits à usage unique, serviettes, tampons. Alors, on vous laisse le choix entre 10 milliards, 2 millions, 20 milliards ou 100 millions. J'ai l'impression de faire un jeu télévisé. Question pour un champion. Oui, voilà, c'est ça.
Alors, on a une plus grande disparité de réponses. Et je pense que tout le monde a répondu. Donc là, du coup, on aurait une majorité pour 10 milliards. Et donc, verdict, c'est 20 milliards de serviettes hygiéniques, tampons, applicateurs déversés chaque année dans les décharges nord-américaines. Donc oui, effectivement, c'est un chiffre choquant. Et pour info supplémentaire, hein, on serait à peu près, selon les estimations qu'on a pu trouver, à peu près à 45 milliards de produits à usage unique par an dans le monde. Donc, c'est vraiment des chiffres qui nous interpellent, évidemment, forcément, quoi. Quand on en arrive à des milliards, 2 milliards, 2 milliards, on ne peut même pas se faire l'idée de ce que c'est en vérité, tellement c'est incroyable. Donc ensuite, pour continuer avec ces chiffres, pour rendre ça un peu plus parlant, donc vous voyez ce que ça peut donner, une idée d'utilisation au niveau des CO2, ne serait-ce que les tampons, 5,8 milliards aux États-Unis. Le chiffre qui interpelle toujours, c'est celui-là aussi, des protections menstruelles qui mettent 500 ans à se dégrader, à peu près 450 ans pour se décomposer et 500 ans pour se dégrader véritablement. Et on a mis l'illustration des applicateurs, et c'était voulu parce qu'en fait, ces applicateurs qui sont là, tout simplement pour éviter ce contact avec son corps, etc., qu'on peut juger finalement, quand on y réfléchit bien, comme accessoires, à eux seuls, ils représentent vraiment une catastrophe écologique. Je sais qu'il y a des associations qui vont ramasser les déchets sur les plages et ils trouvent un nombre incroyable d'applicateurs. Je crois que c'est ce qu'ils retrouvent le plus, finalement, même les applicateurs. Donc ça, on trouvait ça également parlant aussi, un petit comparatif entre 1933 et 2019 par rapport à l'évolution des composants des tampons. Donc on se rendait compte que c'était assez sommaire en 1933 et qu'avec l'évolution évidemment de la technologie, on a pu vraiment améliorer, entre guillemets, ces tampons. Donc toujours la même chose, l'applicateur pour plus de praticité d'hygiène, entre guillemets, l'enveloppe plastique pour cacher le produit, etc. Donc, du coup, on rajoute du plastique aussi petit à petit. On va ensuite passer aux enjeux de santé, et ça, c'est la partie d'Élise. Ok, je me lance. Ok, donc il y a quelques enjeux de santé, donc pour continuer ce qu'Élise disait, qui vont être associés au fait que justement, les produits menstruels jetables vont contenir certains produits chimiques ou certaines toxines qui peuvent aggraver à long terme comme à court terme la santé des femmes et des personnes menstruées en général. Et donc, la raison pour laquelle justement ça affecte majoritairement les personnes menstruées, si on regarde par exemple la physiologie, donc tout ce qui est les tissus vulvaires et vaginaux, si on prend en compte le fait que c'est une des zones les plus sensibles au frottement, c'est la plus hydratée par les vaisseaux sanguins, le fait qu'elle a une grande capacité d'absorption peut contribuer au fait que ce qui est au fait composé dans les composants de nos produits menstruels vont être d'autant plus importants à regarder, surtout quand on se concentre sur la santé des femmes. Donc, il y a une liste non exhaustive de certains produits chimiques qui peuvent avoir certains effets par rapport à la santé. Notamment, on peut commencer par le phtalate, qui est un perturbateur endocrinien, qui veut dire que c'est un agent qui va mimer qui va mimer les hormones dans notre corps, un agent chimique qui mime les hormones dans notre corps, et qui peut avoir un impact sur notamment la reproduction, le risque plus élevé de développer un cancer de sein et qui peut également avoir des impacts sur le neurodéveloppement. Si on regarde les parabènes qui sont souvent utilisés dans tous les produits cosmétiques, que ce soit pour inhiber la croissance microbienne, que ce soit pour la conservation ou tout ce qui est parfum, il constitue également un perturbateur endocrinien possible et ils ont trouvé qu'ils peuvent parfois être localisés au sein des tissus mammaires.
Si on regarde les pesticides qui vont être notamment présents à cause de la présence du coton et notamment qui sont utilisés dans la culture du coton, ils peuvent avoir des risques potentiellement cancérigènes, mais également ils peuvent jouer un rôle dans la perturbation endocrinienne des femmes. Trois autres, les composants organiques volatiles sont présents en fait à cause de la colle qui est souvent dans les emballages, mais cette colle qui va au final migrer à cause de la chaleur, notamment au cours du transport ou du stockage des produits menstruels jetables. Et ben, c'est une toxine également qui peut contribuer à l'irritation des muqueuses, comme on a vu tout à l'heure, qui est une zone très sensible à la base, mais également elle peut avoir un effet sur la reproduction. Il y a également les produits chimiques, notamment les particules d'argent qui vont être utilisées pour réduire les odeurs qui en soi, comme Élise l'a mentionné tout à l'heure, et toute la problématique qui vient souvent avec les produits menstruels qu'on leur veut soi-disant éviter. Et elles aussi peuvent avoir des impacts dus aux altérations microbiennes, même si c'est très peu étudié même si c'est un phénomène qui est très peu étudié par rapport à l'impact sur le microbiote vulvaire et vaginal en particulier. Il va quand même avoir des liens par rapport à la modification de la population bactérienne. Et enfin, tout ce qui est parfum qui va être ajouté dans les produits menstruels, encore une fois, pour camoufler ces odeurs, mais qui au final, la composition est très peu connue, peuvent avoir également des fonctions qui peuvent être cancérigènes. Ils peuvent irriter et peuvent constituer des allergènes ou des perturbateurs endocriniens potentiels. Donc tout ça, c'est ça fait un peu peur, je ne sais pas pour vous, mais il y a également certains enjeux de santé qui sont un peu plus connus. Par exemple, le syndrome du choc toxique, que l'on entend souvent, qui est un des enjeux les plus connus, particulièrement pour l'usage des produits internes plutôt qu'externes, donc les tampons, les coupes menstruelles. Le syndrome du choc toxique est généralement défini comme la présence de toxines qui vont causer des infections avec des symptômes très graves, dont les éruptions cutanées, la chute de tension artérielle, la différence des organes. Donc, c'est un enjeu de santé au final qui affecte particulièrement les personnes menstruées et dont il était important pour nous de le mentionner, malgré le fait que au Canada, la réglementation autour de tout ce qui est produits menstruels est alors très peu en fait, régulée du fait que les produits menstruels sont définis comme des dispositifs médicaux, ce qui veut dire que ce qui est compris à l'intérieur, la composition n'est pas obligatoirement divulguée ou c'est un processus qui doit être transparent, même si par ailleurs Santé Canada requiert un étiquetage qui est un peu plus précis pour les emballages de tampons, notamment en lien avec le syndrome du choc toxique, dont on a mentionné tout à l'heure. Et donc, c'est ça pour conclure cette partie-là. Je te laisse procéder avec quelles sont les solutions. Oui, heureusement, il y a des solutions. Heureusement qu'on ne s'arrêtait pas à ça. Donc, au niveau des solutions individuelles et collectives, ce qu'on veut toujours préciser, c'est important que quand on parle de solutions individuelles, c'est très, très important de proposer des solutions, mais pas que ça devienne un espèce d'impératif écologique qui mène à de la culpabilisation. Parce qu'on sait qu'il existe une charge mentale écologique, on sait sur les épaules de qui elle repose, cette charge mentale écologique. Voilà, comme la charge mentale de manière générale, je ne rentrerai pas dans le détail de tout ça, mais c'est juste de dire on ouvre des portes, on montre ce qui est possible, mais effectivement, on fait selon nos moyens, selon nos envies, selon notre possibilité. On y va aussi tranquillement, mais on y reviendra après. C'est évidemment aussi une question de moyens. C'est pour ça qu'on le dit aussi. Le but n'est pas de culpabiliser ou d'inquiéter. C'est évident que si on veut trouver des solutions, c'est l'idéal est de favoriser des produits qui vont être plus éco-responsables. Donc des produits avec du coton bio, des produits qui seront non blanchis, on ne trouvera pas de chlore, comme on l'a dit, pas de parfum, pas de colorant, pas d'additifs, pas tout ce qu'a cité Élise précédemment. Il y a des labels qui peuvent vous aider à aiguiller votre choix. Et on peut parler en particulier de Natraker, pas pour faire une publicité, voilà, mais tout simplement parce qu'ils ont quand même eu le mérite d'être les premiers à proposer des produits qui étaient plus éco-responsables. Voilà, donc ces marques existent.
D'autres produits qui sont quand même en vogue dernièrement, que vous connaissez peut-être, la serviette lavable, très populaire, donc qui est respirante, plus respirante que les serviettes jetables avec moins de frottement. En principe, les tissus qu'on peut trouver sont censés être aussi qualitatifs, coton ou chanvre. Au niveau du niveau d'absorption, c'est plutôt léger à modéré. Il existe évidemment plusieurs tailles de serviettes, etc. Et pour la durée de vie, on serait aux alentours de 3 à 5 ans selon la qualité du produit. Et le concept, évidemment, très simple, hein, ça se lave en faisant tremper. Alors ça, je précise toujours, parce que je suis passée par maintes expériences, donc je le dis, tremper assez longtemps plutôt dans de l'eau froide, pas de l'eau chaude, pour faire partir le sang, laisser sécher, réutiliser, on en a pour des années. Très populaire aussi la culotte lavable, réputée pour être quand même particulièrement, confortable. Avec moi, cette sensation de porter en fait un produit menstruel en fait. Donc c'est ça qui est assez intéressant. Donc c'est un peu plus technique, avec une première couche qui est souvent en coton, une deuxième qui va être absorbante, imperméable, antibactérienne qui laisse respirer aussi, et enfin une dernière qui sert à gérer les fuites potentielles. Donc là, on va avoir un niveau d'absorption qui va être un peu plus important, modéré à abondant. Et au niveau de la durée d'utilisation, c'est à peu près pareil, entre 3 et 5 ans selon les produits, les marques. La coupe menstruelle, donc on n'a pas pu s'empêcher de mettre une petite illustration qui va peut-être vous parler si vous êtes adepte de la coupe menstruelle. Voilà, mais pour dire qu'il y a de l'espoir, au début, ça peut être un peu périlleux. Et je souligne d'ailleurs, parce que c'est l'occasion de dire que pour la coupe menstruelle, c'est important d'avoir accès à un point d'eau pour pouvoir gérer, se laver les mains, etc. Donc, petit rappel de ce que disait Elise tout à l'heure. C'est super important d'avoir accès à ça. Ça fait partie de la précarité menstruelle pour avoir le choix justement par rapport aux produits qu'on utilise. Mais du coup, voilà, avec la deuxième image, une fois qu'on est habitué, grand confort. C'est une protection cette fois qui est interne en silicone le plus souvent, avec un niveau d'absorption de modéré à abondant et une durée de vie là qui est supérieure, de 5 à 10 ans. Voilà, et qui est beaucoup plus éco-responsable. Et au niveau de l'entretien, donc ça, c'est vraiment vous fier à ce qui est donné, vendu avec votre cup. Il y a des consignes, la faire bouillir pour la désinfecter après les utilisations. Ça, vous trouvez tout ce genre de renseignements dans la boîte. Voilà, la compagnie qui vous explique comment bien faire tout ça. Alors rapidement, au niveau de l'empreinte écologique de ces produits lavables, on est vraiment dans un cercle vertueux parce qu'il y a forcément une prévention des déchets et de la pollution. C'est une économie. Alors ça, on en parlera aussi un peu après. Économie pour les personnes menstruées, ça c'est évident. Alors c'est sûr que le coût d'achat est vraiment beaucoup plus important et c'est ça qui peut être prohibitif au départ, parce que c'est un certain coût selon les produits, mais il est évidemment pas négligeable et pas à la portée de tout le monde. Mais c'est sûr que sur le long terme, par contre, c'est vraiment économique. Ça, le calcul, il est très vite fait. C'est beaucoup plus économique que des produits jetables. Donc, ça aide à la réduction de de la précarité menstruelle pour une certaine partie de la population. En tout cas, on y reviendra. Économie pour les services publics et, de manière générale, amélioration du bien-être. Donc voilà, gagnant-gagnant de tous les côtés, environnement, santé. Quelques conseils et remarques néanmoins, c'est là où je vais après approfondir tout ça. Au niveau de contrôle de la qualité, on a quand même un manque de recul parce que ce sont des produits récents, ces produits durables. Donc, toujours rester à l'affût, c'est notre travail, des dernières études, etc., pour pouvoir juger voilà, de la qualité, potentielle dangerosité, etc. Parce que c'est ça, on ne peut pas se fier non plus à la transparence des compagnies. La qualité du tissu, par exemple, où est-ce qu'ils sont fabriqués, qu'est-ce qu'on utilise comme teinture. Pareil pour ça, on le précise pour les coupes menstruelles, essayer de privilégier des coupes qui ne soient pas colorées, parce qu'après tout, on s'en moque un peu, on est d'accord. Mais c'est aussi un outil marketing de proposer de jolies couleurs. Mais voilà, par rapport à l'innocuité des pigments, ça reste à démontrer. Donc, du coup, essayer de faire les choix les plus simples possibles. Voilà, c'est ce que je disais, c'est très important de tenir compte des spécificités de certaines populations et de leurs besoins, parce qu'on est d'accord que quand on sait que pour certaines personnes,
Comme le disait Élise, le dilemme, il est très simple. C'est se nourrir ou s'acheter des produits menstruels. Donc, on est évident qu'une culotte menstruelle qui va coûter 50 $, c'est pas impossible, c'est pas envisageable, sachant que des personnes n'ont même pas accès à des culottes, n'ont pas accès à du savon, parce que tout simplement, l'argent manque cruellement. Donc, on est d'accord que ce n'est pas une solution pour tout le monde, mais c'est important de le proposer, en tout cas, aux personnes qui en ont les moyens. Et évidemment, ça, je pense que j'y viens après, mais si tu peux passer à la slide suivante, je pense que c'est là où j'y fais allusion. Je vais y aller un peu dans le désordre du coup, mais parce que c'est le sens assez logique, mais pour ces protections durables, de vraiment encourager l'accès à ces produits-là, notamment par le biais de subventions municipales. Ça, vous pouvez trouver la liste sur Internet de mémoire, le site de Madame Lovary tient les listes à jour. Vous pouvez le trouver à plusieurs endroits d'arrondissement de Montréal et de municipalités au Québec qui apportent une subvention à l'achat qui peut être assez intéressant pour permettre d'acheter ces protections durables. Donc ça, c'est évidemment les solutions collectives. Je reprends un peu du coup par le début. Donc évidemment, un étiquetage transparent par rapport à la composition des produits, qui soient d'ailleurs jetables en priorité, mais durables aussi, que les fabricants doivent se tenir à un cahier des charges pour la fabrication de ces produits menstruels, qu'on continue à innover plus qu'on ne l'a fait du coup ces 80 dernières années, voilà, que les compagnies continuent à innover pour les rendre, pour être de plus en plus éco-responsables. Et évidemment que la recherche continue au niveau de la santé menstruelle. On sait que voilà, la recherche ne s'intéresse pas beaucoup à ce genre de sujet, hélas, et j'espère qu'en libérant la parole comme on le fait là ce soir ensemble, on va encourager la recherche à s'intéresser et à nous apporter des données. Et bien justement, quelles sont les pistes de recherche? Donc, comme Elise dit, donc, il y a un manque de données justement, que ce soit la santé menstruelle, la santé des femmes, mais également toutes les dimensions, comme on a mentionné au départ, qui affectent au final les menstruations, les dimensions écologiques de santé, comment elles sont affectées en général dans leur contexte, dans leur réalité. Et donc, il y a plusieurs pistes de recherche, comme Elise disait, qui restent à documenter, à complémenter de plus en plus. On voulait quand même vous présenter un aspect que pour notre organisation est assez important à noter, notamment la médicalisation des menstruations. Donc souvent, les femmes, les personnes menstruées, quand elles vont avoir recours au contexte de santé ou aux services de santé, elles vont être souvent inondées de produits chimiques qui vont être prescrits, que ce soit les contraceptions, que ce soit des produits pour supprimer leurs règles, leurs douleurs, des symptômes qui y sont associés. Donc, souvent, des produits chimiques dans le sens, dans le but d'influencer leur cycle menstruel, car au final, les menstruations sont souvent présentées comme un problème médical, comme on a vu avec l'affiche des années 1920. Et il peut y avoir des conséquences de la surmédicalisation au final d'un processus qui est tout à fait naturel et biologique sur la santé, qui reste à documenter à long terme et à court terme. Mais bien sûr, à voir, parce que les menstruations restent un phénomène qui est controversé, qui peut, avec beaucoup de tabous autour. Donc, en espérant que vous avez aimé notre présentation, merci, et on va accueillir vos questions. Je note qu'il est 17h50. Quel timing! On a du temps. Oui, on en profite. Je voulais juste de remercier évidemment nos partenaires de Monthly Dignity qui mène une action au niveau de la précarité menstruelle depuis 2017, qui fait un travail extraordinaire au niveau de la précarité menstruelle. Allez voir leur site, soutenez leur action parce que voilà, c'est des étudiantes de McGill qui font un travail extraordinaire. On est très fiers qu'elles soutiennent notre action. Aux co-créations qui proposent des produits écologiques et notamment des serviettes lavables fabriquées, conçues au Québec avec une grande, grande qualité de tissu, voilà, des choses très rassurantes. Et évidemment, les banques alimentaires du Québec qui nous sensibilisent en permanence aux besoins des personnes sur le terrain qu'elles rencontrent justement, qui nous font part de leur grande détresse. Et nous, on a besoin de ces données du terrain pour répondre au mieux à ces attentes. Donc voilà, on les remercie au passage.